Bonjour à tous. Parmi les techniques qui sont proposées pour aider les personnes ayant des acouphènes, la thérapie comportementale et cognitive, ou TCC, a une place de choix. Pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons la psychologue spécialisée en TCC, Livia Moati. Merci Livia de votre présence parmi nous. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter? Oui, alors je tiens déjà à vous remercier Stéphanie et Sophie de me proposer ce temps d'échange et de partage, sur un sujet aussi riche que l'acouphène. Alors je suis, psychologue comme vous l'avez dit, spécialisée en thérapie cognitive comportementale. Je prendrai bien évidemment le temps de vous expliquer ce que c'est. J'exerce principalement en libéral à Paris, mais également à l'hôpital, dans un service ORL et d'implant cochléaire. Cela fait maintenant 10 ans que j'exerce et que j'accompagne, des patients souffrant d'acouphènes, et de troubles auditifs, divers, l'hyperacousie, la maladie de Ménière ou tout type de surdité. Et dans ce contexte, je suis également membre de 2 associations dédiées à l'acouphène, l'AERA, Association d'études, et de recherche en acouphénologie, et l'AFREPA, Association francophone des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie. Et dans ces 2 associations, elles ont pour objectif de proposer une prise en charge multiple et pluridisciplinaire de l'acouphène, où s'y réunissent à la fois des ORL, audioprothésistes, psychologues, sophrologues, ostéopathes et autres soins, psychiques et somatiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est exactement la thérapie comportementale et cognitive, appelée en résumé TCC? Oui, alors déjà la thérapie, c'est un échange pour essayer de soulager les difficultés rencontrées, hein. Et puis cognitive et comportementale, alors c'est une thérapie qui, essaye de décomposer une situation problématique, par une triade, pensée, comportement et émotion. Donc cognition, les pensées, comportement, l'aspect, actif en fait, de la prise en charge, et l'aspect émotionnel et sensationnel également. Donc il y a ces 3 points qu'on essaye de réfléchir à chaque situation problématique, telle que l'acouphène. On peut se demander, quelles sont les pensées qui accompagnent l'acouphène? Quels sont les comportements qui accompagnent également ces acouphènes? Et quelles sont ces émotions qu'on peut ressentir lorsqu'il y a un acouphène? Alors c'est une thérapie que je trouve assez ludique et créative parce qu'il y a plein d'exercices qui sont proposés entre les séances et même en séance. Parce que c'est en fait une thérapie qui est issue de théories d'apprentissage. On part du principe qu'il y a toujours l'acquisition de nouveaux comportements plus adaptés à une situation qui pose problème. Pour l'acouphène, on apprend à entendre son acouphène différemment, à le penser différemment, à le ressentir différemment. Donc je dirais que c'est une thérapie, plutôt solutionniste. On passe beaucoup de temps sur comment aller mieux, un petit peu moins de temps sur pourquoi je vais mal. Pourquoi l'acouphène est là? C'est vrai que c'est important comme question. L'origine de l'acouphène, essayer de comprendre d'où il vient, mais on passe aussi beaucoup de temps sur comment aller mieux avec cet acouphène. Mmh. Donc à travers ça, on propose des tâches, ce qu'on appelle des tâches thérapeutiques. C'est un travail, des petits exercices d'évaluation, d'observation, hem, entre les séances. Merci pour, ces premiers éléments, très intéressants et par rapport aux acouphènes, on sent déjà, toute la pertinence de cette, thérapie qui va vers donc le côté solution, comme, vous venez de le dire. Les thérapies comportementales cognitives, elles font partie également donc des équipes pluridisciplinaires de prise en charge des acouphènes. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Comment ça s'articule? Comment ça s'organise et quelle est la place, de la TCC dans celle-ci? Alors, l'idée étant d'avoir un un ORL qui va rencontrer, un patient, et lors de cet entretien, il va, déterminer à qui, il faudra adresser le patient. Donc vers quel type d'orientation? Est-ce qu'il y a besoin d'une aide
prothétique? Est-ce qu'il y a besoin d'une aide par un ancrage en sophrologie? Est-ce qu'il y a besoin d'une aide à travers une réflexion ou une mise à distance de certains comportements ou certaines pensées qui accompagnent l'acouphène, et donc d'une aide de thérapie et plus particulièrement cognitive comportementale? En fait, l'ORL a besoin d'avoir plusieurs critères en tête pour l'adressage vers des thérapeutes d'orientation TCC. Déjà, il faudrait qu'ils se posent la question de savoir, lors de ce premier entretien, de voir s'il entend une histoire douloureuse, s'il entend une histoire chargée avec un vécu compliqué, même en dehors de l'acouphène. Là, c'est déjà une première indication pour adresser vers un thérapeute, qu'il soit TCCiste ou autre. Le deuxième critère aussi important, c'est de savoir s'il y a des comorbidités. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes, troubles, pathologies? Voilà, est-ce qu'il y a quand même une accumulation de choses ou est-ce qu'on est juste sur de l'acouphène pur et dur? Également, c'est d'essayer de voir si le discours est teinté de pensée anxieuse. Est-ce que la personne décrit une hypervigilance, une attention particulière par rapport au bruit, au silence, à ses oreilles? Voilà. Est-ce qu'il y a un côté un petit peu obsessionnel sur la question de l'environnement sonore? Il y a également aussi peut-être des discours qui ont des tendances aussi peut-être un peu dépressives, d'avoir l'impression qu'on va jamais pouvoir s'en sortir, que ce sera quelque chose qui nous accompagnera à vie. Et là aussi, dans ces discours-là, finalement, c'est ce que peut en dire le patient, il y a une orientation vers la thérapie cognitive comportementale qui peut essayer de soulager à la fois l'anxiété et la dépression. Et pour finir, on peut aussi se demander, l'ORL est obligé quand même de réfléchir à la question du temps. Est-ce que ça fait longtemps que le patient souffre de cet acouphène? Est-ce qu'il a du mal à s'y habituer? Est-ce que la situation s'aggrave? Et donc, il faut essayer d'aider le patient à sortir d'un mécanisme dans lequel il est peut-être trop ancré. Et la thérapie cognitive comportementale a ce désir d'essayer de sortir de cercles vicieux pour essayer de rentrer dans des cercles vertueux. L'intention étant d'assainir un cercle. Comme je vous disais, on décompose des situations en une triade pensée, émotion et comportement. Et donc, quand on est dans un acouphène qui est finalement pas pathologique, qui est un acouphène qui ne nous dérange pas, on est dans une pensée qui est plutôt saine. Bah, tiens, j'entends un bruit, mais ça ne me dérange pas plus que ça ne vient pas me gêner dans mon quotidien. Et donc, l'émotion là est neutre. Le comportement ne change pas vraiment, hein, on agit sans en tenir compte. Et donc, il n'y a pas de conséquences réellement ni positives ni négatives sur cette situation qui est le sifflement, le bourdonnement ou autre perception sonore parasite. Donc là, on est vraiment dans un cercle vertueux de l'acouphène. Il n'y a pas grand-chose à prendre en charge dans ces cas-là. C'est un acouphène qui est plutôt bien vécu et toléré. À l'inverse, lorsqu'on est dans un cercle vicieux, donc lorsqu'il y a un acouphène invalidant ou un acouphène chronique, on est toujours dans cette même situation, on part de la même situation qui est ce sifflement, ce bourdonnement, donc cette perception sonore. Et la situation va créer des pensées. Il y a un système de croyances sur l'oreille, sur son corps, sur sa santé, qui commence à être un peu teinté d'une forme d'inquiétude. La personne commence à se dire: «Tiens, je perçois quelque chose de bizarre, ça doit être grave, c'est le signe de quelque chose qui dysfonctionne», voilà. Et il commence à s'inquiéter, commence à s'énerver, à être peut-être même abattu. Et suite à cet enchaînement de pensées et d'émotions, en découle un certain nombre de comportements, tels que l'évitement du bruit ou l'évitement de certaines situations bruyantes ou une surprotection ou une vigilance particulière par rapport à l'environnement bruyant
ou à au silence également. Et suite à ça, il pourrait éventuellement y avoir des conséquences sur la concentration, sur la performance au travail, sur la qualité du sommeil, sur la qualité de vie et un effondrement peut-être psychique avec un état anxieux ou dépressif ou autre, hein. Je donne ces 2 exemples-là parce que c'est les plus fréquents. Et donc il y a un cercle là qui s'entretient et qu'il faut essayer de réfléchir de manière détaillée en regardant un peu, comme je dis à mes patients, on est 2 scientifiques en train de regarder à la loupe un même problème et on essaye de le décomposer. Et donc du coup, on se demande: «Bah, tiens, qu'est-ce que je me dis quand l'acouphène apparaît? Qu'est-ce que je ressens quand l'acouphène apparaît? Qu'est-ce que je fais?» Et donc quelles sont les conséquences aussi de cette triade-là? Et à force de regarder, les patients commencent à s'approprier en fait, ce symptôme. Ils commencent à avoir des repères et donc à se sentir, moins envahis, à regagner en une forme de contrôle et de tranquillité. Parce que du coup, quand on a des repères, on se sent déjà plus apaisé et et donc à pouvoir, réfléchir aux actions possibles pour essayer d'atténuer, le ressenti et la gêne de cette acouphène. Merci beaucoup Olivia pour votre réponse extrêmement claire et très complète. Et je souhaiterais maintenant savoir pour vous et les personnes qui viennent vous consulter, quelles sont les attentes qu'ils peuvent avoir et les solutions que vous pouvez leur proposer. Peut-être que, on peut essayer de démystifier l'idée d'aller en thérapie déjà. Je pense que la thérapie est un lieu, qui peut accueillir, des problématiques, qui sont justement liées à des choses plutôt somatiques telles que l'acouphène. Et il y a quand même, l'idée de pouvoir accompagner des personnes qui souffrent d'un symptôme qui est trop envahissant dans leur quotidien à travers, des outils. Déjà, dans un premier temps, on essaye de mesurer l'étendue, du sentiment d'handicap qui est lié à l'acouphène à travers le THI, Tinnitus Handicap Inventory. Donc là, il y a un premier questionnaire d'évaluation du retentissement de cet acouphène. Mais il y a également un peu ce que j'appelle la météo de l'acouphène de séance en séance. Je demande à mes patients de me dire entre 0 et 10, tiens, à quel point est-ce que cet acouphène a été gênant cette dernière semaine. Et puis souvent, on démarre une thérapie aux alentours de 8 ou de 8 sur 10. Et puis, on essaye quand même de terminer la thérapie vers un 4 ou du moins un score qui est satisfaisant pour eux et pour lequel ils ont l'impression de ne moins souffrir et d'être à l'aise avec ça. Donc ça, c'est un peu, des mesures qui sont nécessaires, en début de thérapie pour bien comprendre, l'étendue et l'effet tache d'huile, que peut avoir un acouphène. Et puis il y a également des questionnaires qui sont vraiment propres à l'état, psychique, du patient, donc des questionnaires qui sont liés à l'aspect, un peu anxieuse, dépressive ou à la qualité de vie qui vont venir, nous donner des indications sur l'état, psychologique du patient au moment où on le reçoit. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'on essaye quand même de faire un peu le tour de toutes ces mesures pour après attaquer ce que je vous disais, l'approche cognitive, donc les pensées et ce qui me paraît être le plus important. Pour moi, c'est la base, quand même de tout, c'est d'essayer de comprendre quelles sont ces pensées qui accompagnent cet acouphène et donc j'en parle comme une petite radio. Je leur dis: «OK, là, apparemment, vous tournez en boucle sur une même, radio avec une même, chanson qui n'est pas très agréable par ailleurs et donc j'ai l'impression d'une lobotomie, que l'acouphène est quelque chose de grave, qui va forcément durer, qui va vous préoccuper, jusqu'à la fin de votre vie et qui, va venir polluer, toutes les autres activités. Et donc, à partir de là, ils commencent un petit peu à sourire et je leur demande en fait d'être vigilants et d'identifier leur, radio acouphène et donc, quand ça prend, ils reviennent et ils me disent: «Ah tiens, j'ai entendu ma radio acouphène dans telle
telle et telle situation. Et donc, on essaye de comprendre la situation qui aurait peut-être entraîné un niveau de gêne plus élevé. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est une dynamique avec quelqu'un? Est-ce que c'est dans une situation qui est difficile? Est-ce que, voilà. On essaye de comprendre un peu aussi ce qui va venir déclencher ce qu'on peut appeler une petite crise acouphénique, et d'essayer de la remettre à distance en disant: «OK, donc il y a la radio acouphène qui est très, très forte. Si on l'écoute, ben, on va finir par être, d'autant plus lobotomisé par elle, par celle-ci. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose?» Et sans forcément être en train de chercher des petites activités du quotidien pour, éviter l'acouphène. Non, bien au contraire, on va essayer de se recentrer sur ce qui est important, sur ce qui aurait créé finalement la crise acouphénique. Est-ce que c'est un effet de fatigue et donc il faut réfléchir à la fatigue de chacun? Est-ce qu'il y a un conflit, qui fait que du coup l'acouphène, est perçue de manière plus importante et donc il faut réfléchir au conflit? Et en allant un tout petit peu plus loin, en creusant, en fait, on a la première couche qui est l'acouphène, la deuxième couche qui est peut-être une autre problématique et la troisième couche qui est vraiment le sens qu'on a envie de redonner, à son quotidien et à sa vie, et donc on recherche les valeurs importantes de chacun. Et donc c'est ça, c'est ça cette déviation, c'est de se dire: «Au lieu d'écouter ma radio qui va venir finalement m'inquiéter, m'angoisser, me désespérer, est-ce que je peux me recentrer sur des choses qui ont plus de valeur, qui ont plus de sens, qui vont venir m'épanouir, même si la radio est là?» C'est-à-dire qu'on peut être accompagné d'une mauvaise musique, d'une mauvaise chanson, et ça nous empêche pas d'être ou de faire pour autant. Et ça, c'est important. Je pense que quand ils comprennent ça, du coup, il y a quand même un peu un déclic qui est possible, et une capacité à se réapproprier, en fait, leur vie. Pour ça, il y a bien évidemment des outils, de gestion émotionnelle, à la fois, d'essayer de calmer, l'intensité de l'émotion, qui est liée à l'acouphène, mais il y a aussi la possibilité juste de la traverser. Je pense qu'en sophrologie, vous en savez quelque chose, c'est d'essayer de, un peu comme cette idée de la météo, de vivre une émotion qui est désagréable, qui est accompagnée, qui accompagne le symptôme, et de se voir traverser cette tempête sans forcément en être complètement anéanti. Et là aussi, ça redonne de la force, ça redonne de l'espoir, ça redonne de la motivation à chacun. C'est que le patient se voit faire l'expérience, qui peut traverser une émotion qui l'inquiète et qui est liée à l'acouphène sans conséquence. Et au lieu de l'éviter, parce qu'ils passent leur temps à éviter des émotions désagréables, des choses qu'ils appellent émotions négatives, mais qui n'existent pas en soi, une émotion désagréable, ils passent leur temps à essayer de l'éviter. Et là, on leur demande de s'y confronter et de voir à quel point finalement il ne se passe rien suite à cette confrontation. Et ça redonne de la force en quelque sorte. Et puis pour finir, on essaye aussi d'expérimenter des choses qui sont, de l'ordre d'un acouphène plus rassurant. Est-ce qu'on peut se réapproprier les lieux qu'on aurait mis de côté, éviter, arrêter de fréquenter? Est-ce qu'on peut aussi arrêter, de réfléchir à son quotidien en fonction d'un seul organe, son oreille? Combien de personnes ont pu décrire finalement ces situations du quotidien où ils prennent un transport au lieu d'un autre, où ils, se mettent dans des lieux, particulièrement silencieux, alors qu'ils ont envie d'être dans un autre lieu, et où finalement toutes les décisions du quotidien sont prises par rapport à une oreille qu'ils imaginent être fragile. Et je leur demande, du coup, là aussi, un petit exercice un peu rigolo, c'est que je leur dis: «OK, donc là, si je comprends bien, vous êtes une espèce d'oreille sur pattes, et si on utilisait votre nez pour, conditionner vos choix du quotidien?» Je vais vous demander pendant une semaine de, prendre des décisions en fonction de l'odeur que ça en a, si ça vous attire ou pas. Et donc du coup, quand ils s'y prêtent au jeu, ça dure pas très longtemps, ils peuvent pas le faire une semaine, mais en tout cas, quelques heures ou quelques jours suffisent pour comprendre, en fait, qui a besoin de changer le paradigme, qui a besoin de réintégrer cette oreille au schéma corporel, en fait, hein, à ne pas le dissocier, et donc à comprendre aussi à quel point cette oreille est en train de prendre un peu le pouvoir sur leur vie.
Et ça, c'est un exercice ludique, comme je disais. En TCC, il y a plein de choses assez créatives qu'on peut inventer avec eux et qui peuvent être un peu rigolotes même. On n'est pas obligé d'être sur des choses trop graves. Dans cette même idée de cette thérapie cognitive comportementale, on essaye de voir si ces comportements sont adaptés, s'ils correspondent à la vie que les patients ont envie de vivre. On peut se poser des questions par rapport à l'évitement et d'essayer de se réapproprier des lieux de vie qui ont été mis de côté. On peut aussi essayer de se poser des questions par rapport à l'habituation au bruit, parce qu'en effet, il y a des fois, c'est douloureux, c'est physiquement, pas que psychologiquement, mais physiquement douloureux. Et donc, c'est comment se réapproprier ces lieux qui étaient des lieux importants. Et donc, on essaye de travailler la question de l'appropriation des espaces, mais avec une notion d'acceptation, une notion aussi de renoncement. Comment est-ce qu'on peut s'approprier la musique autrement qu'un volume sonore intense avec finalement, même en fréquence, en quantité, des personnes qui écoutaient la musique toute la journée, est-ce qu'il faudrait réfléchir à leur manière, à leur écoute et à leur manière d'écouter? Voilà, donc ça, c'est quand même des questions qui peuvent être douloureuses pour les patients et qu'on essaye d'accompagner au mieux. Et donc, l'attente, je pense, et les résultats vont aussi dépendre du désir initial de chacun. Je demande à chaque patient quelles sont vos attentes par rapport à la thérapie, par rapport à l'acouphène, et on essaye de s'y rapprocher. Et souvent, les patients qui disent qu'ils n'ont plus besoin de la thérapie, ou du moins, ce qui se passe, c'est qu'ils basculent sur d'autres sujets. Ils comprennent que c'est un espace sécurisant où ils peuvent parler de tout. Et donc, du coup, ils peuvent commencer à entreprendre d'autres thématiques qui étaient peut-être déjà présentes et qui n'avaient pas pris le temps de réfléchir. Et quand l'acouphène n'est plus au centre de la séance, moi, j'estime que c'est déjà une réussite. Après, ils peuvent y retourner, c'est-à-dire que les thérapies peuvent finalement s'étendre sur d'autres sujets, et puis à un moment, tiens, il y a une crise acouphénique et on a besoin d'y retourner et d'y repasser du temps et de rebaliser un chemin qui finalement avait quelques petites fausses pistes ou fausses routes ou sorties de route, et d'essayer de rebaliser ce chemin de sorte à se l'approprier de manière plus personnel, peut-être aussi de se retracer des repères, voilà. Et ça, c'est bien quand il y a un peu cette idée d'une souplesse par rapport à l'acouphène. J'estime que quand on arrive à parler d'autre chose ou quand il n'y a pas que de l'acouphène pendant 50 minutes, on va déjà mieux. Et ils le disent aussi. Tiens, l'acouphène n'est plus un problème. Tiens, je suis même plus en train de parler de l'acouphène, ça fait quelques séances, j'en parle plus, c'est bizarre. Donc ça, ils peuvent en témoigner, en être les témoins aussi et en être surpris surtout. Merci beaucoup, Olivia, pour tous ces exemples très précis, très imagés. Et justement, si vous aviez quelques mots à dire à quelqu'un qui souffre des acouphènes, qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre à ces personnes qui nous écoutent peut-être? Tellement de choses. Mais déjà, je pense que le premier conseil, déjà, c'est de ne pas regarder sur Internet. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui finalement ont un petit peu flambé, disons, se sont mis à vraiment s'inquiéter à partir du moment où ils ont commencé à être dans des échanges et dans des chats sur Internet, des forums sur l'acouphène. Et ça a créé beaucoup de détresse parce que les personnes qui y sont des personnes qui sont déjà en détresse. Donc, il y a très peu de personnes, suite à leurs apprentissages sur la gestion de l'acouphène, qui peuvent retourner sur ces forums et y déposer des choses heureuses. Donc, il y a une sorte de condensation de choses tristes qui sont liées à ce symptôme qui ne permet pas à la personne qui est prise par l'inquiétude de son acouphène de pouvoir s'en détacher. Donc ça, j'entends que le réflexe est d'essayer de trouver de l'information, d'essayer de sortir de sa solitude, d'essayer d'être accompagné par d'autres témoignages. Et en même temps, je trouve que c'est contre-productif parce qu'on n'y trouve pas des témoignages heureux.
Donc ça, je conseillerais déjà de ne pas être dans ces espaces-là, d'essayer d'être dans des lectures le plus scientifiques possible. Voilà. Et c'est pas toujours évident parce qu'en effet, même on ne sait pas vers qui se tourner quand on souffre d'acouphènes. On a quand même une multitude de témoignages de personnes qui sont dans des déceptions d'accompagnement. Voilà, c'est pas facile en fait, ce symptôme. Et donc, on a besoin de se sentir soutenu par d'autres. Mais je pense que voilà, les forums, c'est pas forcément le meilleur espace pour pouvoir être soutenu. Ça, c'est une première chose. Premier petit conseil déjà. La deuxième chose, je pense j'aimerais leur dire de commencer une prise en charge quand même assez rapidement, de ne pas trop attendre, que les choses ne sont pas... Elles sont plus facilement... on peut accompagner quelqu'un qui prend en charge le symptôme au plus vite et au mieux quand ça ne se cristallise pas et ça ne s'ancre pas dans un quotidien et dans des routines. Voilà. Il y a aussi l'idée peut-être d'essayer d'écouter son acouphène autrement que par quelque chose comme un signal alarmant, inquiétant. Et si on se posait la question de savoir, tiens, et si mon acouphène était en train de me dire quelque chose d'heureux, ou s'il était en train de me proposer de changer quelque chose, qu'est-ce qu'il faudrait que je change ? Et la question aussi du soin de soi. À quel moment est-ce que finalement l'acouphène serait... Est-ce que cet acouphène ne serait pas peut-être un signal d'un soin qui est nécessaire, d'une écoute de soi qui est autre que l'écoute d'un bruit, hein. Voilà, je pense que c'est d'essayer de comprendre cet acouphène autrement et d'en changer sa représentation. Mais ce n'est pas facile. Et ça demande un petit accompagnement par un tiers, je trouve. Merci beaucoup, Livia, de tout votre intérêt, votre bienveillance vis-à-vis de ce symptôme et de la qualité de votre attention pour tous les cas de figure. Moi, je garderai en mémoire ces changements de paradigme avec créativité qui sont tellement prometteurs, tellement pleins d'espoir pour regagner toute la qualité de vie à laquelle on a tous droit. Même si l'acouphène est venu visiter notre environnement sonore pour redécouvrir nos espaces de vie. J'ai beaucoup aimé également ce fameux radio acouphène. Alors aujourd'hui, c'était l'épisode podcast TCC avec vous, Livia, pour pouvoir découvrir comment modifier peut-être cette radio acouphène. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur tout autre support qui vous convienne. Et puis Sophie, nous nous retrouverons la semaine prochaine en remerciant encore Livia de sa présence. Merci, nous vous retrouverons avec grand plaisir. Et je tiens aussi à remercier Livia pour toutes les pistes positives qu'elle envisage, elle, avec ses patients, mais qui sont donc des voies qui s'ouvrent pour toutes les personnes acouphéniques qui ne savent pas trop où se tourner et surtout qui envisagent, comme vous l'avez dit, les acouphènes toujours sous un angle très sombre, très handicap. Et je rebondis sur ce que vous avez dit à propos des groupes, notamment sur Facebook, qui sont vraiment à éviter, ça je le confirme. Et donc, essayez de vous tourner vers des professionnels de santé qui peuvent vous accompagner dans un environnement à la fois bienveillant et avec des techniques adaptées pour vous faire, ce qui est toujours le but recherché, mieux vivre avec vos acouphènes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer de prochains épisodes. Et puis, vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook où nous publions de nombreux articles et informations sur les acouphènes et l'audition. À très bientôt, le plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Et encore merci à Livia Moati de nous avoir présenté les TCC.